Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum. Pourquoi il y a beaucoup de chances qu'il reste un long moment deuxième crypto-monnaie du marché sous forme informative et académique. Et on va regarder aussi son histoire rapidement et évidemment les mises à jour parce que aujourd'hui, c'est la sortie de Shanghai. Et ça, c'est une mise à jour qui est extrêmement importante pour l'univers crypto-monnaie. Il faut vraiment que tu sois à jour en termes d'information. Donc reste avec moi, le programme est dense, complet, mais on devrait passer un bon moment ensemble. Let's go! Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo dédiée à Ethereum. En même temps, c'est plutôt la bonne journée pour se faire plaisir. C'est la sortie de la grosse mise à jour Shanghai. Mise à jour qui va permettre enfin, pour ceux qui le voulaient, de pouvoir déstacker les Ethereum qu'ils avaient mis en stacking pour participer à la création d'Ethereum The Merge. Donc le passage du Proof of Work au Proof of Stake. Et donc ce fameux passage où il n'y a plus des mineurs avec leurs machines qui aux yeux de beaucoup consommaient énormément d'énergie, mais à un concept de validateur, donc le proof of stake, où quand tu déposes assez d'Ethereum en stacking, tu es considéré comme viable et tu peux donc participer à la validation des transactions, voire des autres opérations effectuées par exemple avec des smart contracts. Système relativement viable puisque de toute façon, si tu essayes de truander la communauté sur les transactions et que ça sait, mais quand il y a plein de validateurs, en général ça sait, tu te prends une pénalité et tu perds justement ces Ethereum stackés. C'est pour ça qu'on considère que le Proof of Stake en soi est une autre façon de sécuriser le réseau. Ce passage n'est pas par hasard, ça tombait plutôt dans l'air du temps, puisque finalement, la consommation d'énergie entre ces deux méthodes de validation a permis à Ethereum de baisser les coûts énergétiques de plus de 99%, ce qui est réellement conséquent, il faut le dire. Au passage, sur l'exchange ultra populaire Bybit, tu as la possibilité, et ça ouvre dans la journée, de pouvoir stacker justement tes Ethereum pour pouvoir avoir des revenus passifs. Et les taux iront jusqu'à 6,5%, ce qui est assez intéressant sur une crypto-monnaie qui semble avoir encore de l'avenir. Avec le lien d'affiliation que je te propose, qui est en description, et je te recommande de l'utiliser, tu as la possibilité, lorsque tu vas créer ton compte, d'obtenir un bonus de 50 USDT si tu déposes au moins 100 dollars sur la plateforme. Ça, c'est super intéressant et puis ça te permet aussi d'avoir une alternative à Binance Exchange qui est en plein déclin actuellement. Avant d'avancer sur le sujet très rapidement, regardons un petit peu l'origine évidemment d'Ethereum. Son créateur, Vitalik Buterin, découvre l'univers des crypto-monnaies avec le Bitcoin en 2011, donc il fait vraiment partie des précurseurs dans le domaine et décide de créer une nouvelle blockchain basée sur un nouveau protocole utilisant un langage qui s'appelle le Turing Complete. Il propose alors en décembre 2013 un livre blanc complet pour expliquer évidemment l'ensemble du projet et qui explique ce concept justement d'application décentralisée qui pourrait justement utiliser cette blockchain, ce que Bitcoin ne permettait pas de faire à ce moment-là. Ce qui est d'ailleurs à peu près le cas puisque cette notion de smart contract est très minimaliste sur Bitcoin. Ça a permis de faire du Lightning Network mais pas d'aller au-delà. On n'a évidemment pas d'application décentralisée réelle sur le réseau Bitcoin aujourd'hui. Donc ce projet se différencie clairement de son paternel Bitcoin pour proposer un autre univers dans l'univers des crypto-monnaies. D'ailleurs, un univers qui est devenu ultra populaire et qui, grâce à ses extensions, les Layer 2, on verra ça après, est clairement l'univers le plus utilisé de loin dans l'univers de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Début 2014, il met en vente les premiers Ethers avec comme objectif évidemment de financer le projet. Et très grosse surprise, ça a été un véritable succès puisqu'il a réussi à récolter 18 millions de dollars en Bitcoin, ce qui était totalement improbable. Une très bonne surprise bien évidemment, mais ce qui a permis clairement de faire avancer grandement le projet. Et donc, 30 juillet 2015, lancement du premier bloc, Ethereum est parti, go! Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé de la meilleure des façons, puisqu'en juillet 2016, Vitalik et l'ensemble des développeurs ont dû faire un hard fork après une grosse attaque qui a fait perdre jusqu'à 5% de la supply d'Ethereum. Cependant, cela a réussi, mais ça a créé une première division importante au sein des communautés, puisque si le projet Ethereum a continué sur ce hard fork, derrière, on a vu la naissance également d'Ethereum classique
qui lui a refusé les évolutions qui étaient proposées. Si tu veux en savoir plus sur Ethereum classique, il y a une vidéo évidemment sur la chaîne qui te parle de tout ça et qui t'explique l'histoire. Mais bon, on va pas tout faire, on va aller de l'avant. Et ensuite, il y a eu la proposition d'Ethereum 2.0. Puis finalement, c'est transformé en Ethereum The Merge de façon à pouvoir passer la blockchain du Proof of Work au Proof of Stake. Donc, des mineurs qui utilisent leur machine pour essayer de décoder des équations pour valider les transactions à une validation qui, au moment de The Merge, passe par des acteurs de confiance qui mettent un minimum d'Ethereum obligatoire pour devenir validateur, mais qui, si jamais ils faisaient une bêtise en termes de transactions, se feraient retirer leurs Ethereum en tant que sanction. Donc c'est un concept qui est considéré comme viable, en tout cas sur le plan sécurité. D'ailleurs, le Proof of Stake est de plus en plus utilisé, évidemment, dans l'univers des crypto-monnaies. Celui-ci peut poser des problèmes dans les tokenomics, mais ça, on verra ça plus tard. Et bref, The Merge s'est bien passé. Il y a encore d'autres étapes pour améliorer sur les frais des transactions ou de l'utilisation de smart contracts et sur la rapidité de la blockchain. Il y a encore plusieurs étapes et Shanghai, évidemment, en fait partie avec un certain nombre de mises à jour à l'intérieur pour améliorer cela, mais surtout, et c'est ça qui est très attendu par beaucoup de gens, pour pouvoir déstacker une partie des Ethereum qu'on a mis en stacking. Car jusqu'à aujourd'hui, il n'était pas possible de déstacker ces Ethereum. En termes tokenomics, c'est assez similaire au Bitcoin dans le sens où les gens payent des transactions, ce qui va permettre de payer en partie les validateurs, plus la création d'Ethereum. Avec une grosse différence très particulière, c'est que Ethereum est bloqué dans son flux et donc au niveau des frais de gaz, c'est un système d'enchères, c'est-à-dire plus tu mets de frais de gaz et plus tu as de chances de passer avant les autres. Et donc c'est pour ça, quand tu essayes de faire des transactions, en fait, par exemple sur un MetaMask, il calcule les frais de gaz du moment et ça peut aller de 5 $ à 30 $ selon les moments de la journée. Et puis parfois, ça peut même être plus cher. Ça a été le cas dans le passé. Mais ceci, du coup, a amené évidemment Ethereum à être inflationniste. Et si à l'époque ça passait très bien, aujourd'hui, dans la tête des gens, ça commence à être un problème. On voit bien que dans l'univers des crypto-monnaies, avec aussi les craintes du dollar qui imprime des billets, c'est vrai que le côté inflationniste commence à poser problème. Et donc, ils ont fait une mise à jour très intelligente qui permet de brûler une partie des Ethereum qui sont payés dans les transactions. Donc, quand il y a beaucoup de transactions et que les transactions coûtent relativement cher, et bien finalement, Ethereum n'est plus inflationniste. Il y a plus de tokens détruits que de tokens créés. Malgré tout, les validateurs s'y retrouvent sans le moindre problème. Et on se retrouve avec la courbe que tu as là qui montre que le nombre de tokens aujourd'hui ne monte plus. Et même si on a l'impression que c'est un petit peu stable, on est plutôt sur une légère baisse sur le temps. Et forcément, c'est un aspect qui a fait très plaisir aux investisseurs et surtout aux nouveaux investisseurs qui voient l'inflation aujourd'hui comme le diable et qui sont beaucoup plus attirés par un système légèrement déflationniste. Cependant, est-ce que cela durera sur le temps? C'est très compliqué à dire. S'ils arrivent à faire baisser les frais, et normalement au fur et à mesure du temps, c'est l'objectif, il y aura moins de tokens brûlés à chaque transaction, ce qui pourrait faire repartir Ethereum en mode inflationniste. Mais c'est très difficile à calculer aujourd'hui, pour être honnête. Mais j'espère que tu vois un petit peu le concept. Plus les transactions sont chères, comme tu vois ici, ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages, qu'il y a beaucoup de demandes, et plus ça brûle les tokens, et donc plus on part sur une déflation. Mais si les frais finissent par baisser, il est fort possible que le token reparte à la hausse. Donc le jour où Ethereum va vouloir devenir scalable, ce qui est censé être une des étapes finales évidemment de ce fameux Ethereum 2.0, on a beaucoup de chances que ça reparte en inflation, à moins qu'il fasse une autre mise à jour pour brûler encore plus de tokens. Il faudra voir. J'imagine bien qu'aujourd'hui, les communautés apprécieraient pas de revoir Ethereum repartir sur des inflations relativement fortes. Le problème que ça pose en revanche, et ça pose un véritable problème, c'est un problème de monopole, sachant que Lido a déjà plus de 30% des tokens stackés, ce qui veut dire que parfois ils écrivent même 2 blocs d'affilée. Les acteurs américains ont à eux seuls plus de 50% des Ethereum stackés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les régulateurs américains peuvent imposer à Ethereum de bloquer des adresses, de détourner des transactions. Et ça, forcément, pour une partie de la communauté, ça pose un petit problème. L'autre problème, en termes tokenomics, en l'état actuel, est plus problématique. C'est-à-dire que les validateurs, voire les gens qui vont stacker leurs Ethereum par l'intermédiaire de ces validateurs, on se retrouve avec des gens qui gagnent 6,5% au fur et à mesure. Les validateurs ont évidemment leur marge. Et sur la partie où ils
ils ont leur propre token, ils doivent être assez proches du 10%. Ça veut dire qu'ils grossissent au fur et à mesure, alors qu'aujourd'hui, la supply a plutôt tendance à baisser. Et donc, proportionnellement, ils deviennent beaucoup plus gros. Tous les jours, en fait, ils grossissent en termes de pourcentage. Et ça, c'est pas très bon. C'est clairement un modèle aujourd'hui qui ne pourra pas survivre dans 10, 20 ans. Ça paraît très compliqué. Ou sinon, c'est qu'Ethereum appartiendra juste à une boîte dans le futur et qu'elle fera ce qu'elle veut d'Ethereum. Mais soyons pas trop pessimistes, cela se changera peut-être dans le futur. Mais voilà, c'est un problème tokenomics réel aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer dans l'univers d'Ethereum. L'idéal, en réalité, c'est que ceux-ci, malgré les récompenses, ne puissent pas avoir plus en pourcentage que l'inflation annuelle. Et là, on serait sur quelque chose d'un peu plus viable. Mais là, c'est vrai que ça pose un véritable problème que tous ceux qui font du staking sont en train tout simplement de récupérer Ethereum pour eux et que tous les nouveaux arrivants participent dangereusement à ce potentiel monopole futur assez violent. Mais pourquoi du coup Ethereum risque de rester deuxième assez longtemps? Parce que ce problème économique devrait mettre du temps déjà pour amener son lot de problèmes. Après, il y a toujours des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que ces gros acteurs finalement vendent continuellement et ça tournera un peu plus que prévu? Il y a quand même plein de possibilités malgré tout. Mais c'est surtout que derrière, en réalité, Ethereum qui soit lent, qui coûte cher, il a offert la possibilité de mettre en place des layers 2 et les derniers sont même effrayants. Ils utilisent les smart contracts et donc participent malgré eux à l'univers Ethereum. Tout simplement parce que, par exemple, je vais aller sur ZKEVM Polygon, je vais faire ma transaction, tac, 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 puis il y en a d'autres qui vont faire la transaction, puis au bout d'un moment, en fait, il va gérer tout ça en smart contract pour valider dans la chaîne Ethereum. Et évidemment, tu l'auras compris, qui dit smart contract avec des opérations sur la blockchain Ethereum dit il faut payer des frais. Et donc finalement, même quand tu fais du ZKEVM Polygon et que tu fais des opérations que dessus, en réalité, tu payes des frais qui, eux, permettront de payer les frais également sur la blockchain Ethereum au moment de l'écriture des opérations par smart contract sur Ethereum. Et donc, c'est pour ça qu'Ethereum est extrêmement complexe parce que si tu regardes dans le top 100, des layers 2, il y en a énormément et donc il y en a beaucoup qui participent en réalité au réseau Ethereum sans être Ethereum eux-mêmes. Et quand on voit le nombre de Layer 2 qui sont en train d'arriver en plus de ceux déjà existants, et ça commence à faire pas mal de transactions qui passent, même si en effet elles sont regroupées par smart contract, donc le paiement est beaucoup moins cher, sauf que ça se multiplie dans tous les sens. Et ça, le seul qui fait ça aujourd'hui, c'est Ethereum. Et donc Ethereum monopolise beaucoup plus qu'on peut l'imaginer l'univers de la DeFi. Axie Infinity avec Rodin, ça peut être Immutable X, Polygon, ZKEVM Polygon, ZK Syncera, Arbitrum, etc., etc. Et en plus de ça, il y a évidemment beaucoup de tokens ultra populaires qui sont à la base sur la blockchain Ethereum. Et donc même si tu veux les trader sur un exchange ou sur une autre blockchain, en réalité, à chaque fois avec les bridges, ça crée également de la transaction. USDT, Shiba Inu, Chainlink, Uniswap, etc., etc. Bref, même si on a l'impression qu'Ethereum est de moins en moins utilisé, en direct, en termes DeFi, c'est vrai en réalité, mais dans les faits, quand on regarde les Layer 2, quand on regarde tous les tokens qui sont sur Ethereum, qui représentent une très grosse partie du top 100, voire du top 500, et clairement, Ethereum est en fait méga utilisé et c'est pour ça que les frais sont quand même relativement élevés. Ce ne sont pas que des transactions entre deux personnes qui amènent les frais à monter autant à certaines périodes. Et donc Shanghai, la mise à jour, comme je disais, donc il y aura différentes mises à jour qui permettront de baisser les frais et ça c'est une très bonne nouvelle évidemment pour l'ensemble des utilisateurs. Ça ne devrait pas les baisser suffisamment pour rendre le token inflationniste à nouveau. Les smart contracts vont également évoluer, ce qui permettra encore plus de perspectives dans le futur et pourquoi pas même des layers 2 encore plus performants que les ZK Rollup. Donc les derniers layers 2 très performants, il faut l'avouer. Et la levage évidemment du blocage des tokens stackés. Bien que les retraits ne pourront pas se faire intégralement, il y aura un système progressif pour le faire. Et cette mise à jour est très importante. Si tu veux, toi, par contre, participer évidemment, comme je disais, et avoir du revenu passif justement grâce à Ethereum qui devrait garder sa deuxième place pendant quelques temps, n'hésite pas à le faire sur Bybit. Comme je le dis, tu as le lien en description. Tu peux aller jusqu'à 6,5% par an. Certes, c'est moins qu'un certain nombre de stacking, mais au moins, tu es sur un token relativement fiable sur le temps. Et ça, c'est super intéressant.
Voilà, j'espère que tu as appris pas mal avec cette vidéo académique, informatif. On espère évidemment que Shanghai va bien se passer. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de retraits car beaucoup de gens qui ont stacké sont majoritairement en perte. Donc le retrait serait curieux. Le seul type de retrait qui pourrait surprendre mais qui pourrait arriver, c'est que les gens décident de déstacker pour aller investir dans Bitcoin qui en ce moment est ultra performant. À voir, mais c'est pas forcément ce qui va se passer, loin de là. Si tu as des questions, évidemment, tu as la zone commentaire. T'hésites pas. Avant de partir, t'oublies pas le like, de t'abonner évidemment à C0, d'activer les cloches pour recevoir les prochaines vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.